Des financements seront également recherchés pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, notamment les tourbières et les mangroves. Mesdames et messieurs, le département de l'environnement et du développement durable, dont j'ai la charge, prépare activement la participation de la République du Congo à la COP24 à travers une commission technique interministérielle chargée du suivi des COP et de la préparation de la COP24 que j'ai mis en place au sein de mon ministère. Cette commission a préparé tous les documents nécessaires à une participation efficace du Congo à cette COP. Entre autres, le document des négociateurs qui porte sur une trentaine de thématiques qui feront l'objet des négociations. Il s'agit de l'atténuation, l'adaptation, des mécanismes de financement, du renforcement des capacités et de l'éducation, du développement et du transfert des technologies, des pertes et préjudices, de la transparence et de la gouvernance, du dialogue Talanoa, du bilan mondial, de la conformité, du genre et changement climatique, pour ne citer que celle-là. Mesdames et messieurs, ainsi que vous pouvez le constater, notre pays se prépare pour que sa participation à la COP24 soit une réussite. Chers téléspectateurs, l'occasion a permis aux journalistes présents à cette rencontre de poser tout un chapelet de questions à Madame le ministre, surtout celles sur des mécanismes de financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. On y va, en image. Où en sommes-nous après le refus des États-Unis pour signer certains documents importants? Actuellement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la COP22 plutôt? Écoutez, vous touchez du doigt là quelque chose de très important. La COP22, qu'est-ce qu'elle a apporté lorsque nous étions à Bonn? Mais il faut que vous notiez une chose. En fin de compte, dans l'histoire des COP, l'un des grands tournants que les COP ont eu, c'est la COP 21 qui s'était tenue à Paris, qui réellement a donné un document construit qui nous permet réellement maintenant d'aller dans une mise en œuvre. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe pratiquement depuis plus de 10 ans? On a proposé dans le cadre de ces différentes COP, même 10 ans en amont, qu'il y ait un budget de près de 100 milliards de dollars qui soit débloqué pour les pays du Sud que nous sommes, les pays africains. Mais vous avez entendu le président de la République le rappeler pendant le sommet de la paix à Paris. Nous avons du mal à capter ces fonds. Pourquoi nous avons du mal à capter ces fonds? Tout simplement parce qu'on nous a mis des procédures extrêmement lourdes et les États qui ont promis apporter de l'argent comme contributeurs, comme donateurs, ne l'ont pas fait réellement à ce stade. Et c'est au travers de quel organisme? On en a créé tout plein. Parce que la gestion du changement climatique, ce n'est pas simplement la CNUC comme telle. Vous avez des structures qui sont en charge de la biodiversité, vous avez des structures comme le Fonds vert climat, dans lesquelles les financements dédiés justement à cette lutte contre les changements climatiques, ils sont logés. Mais pour y accéder aussi, il nous faut respecter un certain nombre de procédures, nous les États africains. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau du groupe des négociateurs africains, au niveau du CAOSC, qui est aujourd'hui présidé par la présidence gabonaise, le président Bongo aujourd'hui, nous avons une position, l'Afrique, que nous défendons dans le cadre de la préservation des écosystèmes. Parce qu'on ne le dit pas assez. Nous avons un gros souci également, qui nous sommes en train de corriger, un déficit de communication. Vous entendez souvent parler du bassin de l'Amazonie. Pour vous, ça va de soi qu'on parle de l'Amazonie. C'est le premier poumon écologique du monde. Mais le second, c'est le bassin du Congo. On n'en parle jamais. Et je suis sûre que vous connaissez le troisième bassin, qui est le bassin du Mékong. Celui-là aussi, on en parle. Mais qui fait la promotion de notre propre bassin? Le bassin, c'est 16 pays ensemble qui sont là dans le cadre de la problématique du bassin au changement climatique. C'est pour ça que les chefs d'État, en marge de la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, le roi du Maroc a initié donc le sommet de l'Afrique, dit le sommet de l'action, pour permettre aux 54 États africains d'avoir réellement un outil beaucoup plus performant qui va réellement porter cette problématique des changements climatiques
et surtout avoir une forme d'agressivité vers les bailleurs et autres pour obtenir tous ces financements. Alors, madame, nous savons que le Congo va être une participation de plus à la COP. Et nous savons que très souvent, quand le Congo y participe, il joue un rôle prépondérant. Alors, la question que je voudrais vous poser ici, c'est d'éclairer un peu la lanterne des Congolais, sinon de l'opinion, sur les retombées acquises par le Congo après les précédentes COP. Vous savez, vous posez une question très fondamentale. Aujourd'hui, le chef de l'État, ne l'oubliez pas qu'à Rio +20, le chef de l'État était le champion de l'Afrique. Donc lorsque nous parlons de lui comme l'un des leaders qui porte la question des changements climatiques, c'est bien au-delà de cette actualité qui est aujourd'hui une actualité planétaire. Donc chaque fois que le Congo se déplace, chaque fois que le chef de l'État ou ses collaborateurs, que nous sommes les membres du gouvernement, et moi qui suis en charge des questions environnementales et de développement durable, prenons la parole, c'est pour consolider, c'est pour renforcer, c'est pour sensibiliser, c'est pour mettre en lumière. Donc aujourd'hui, vous venez de comprendre qu'il n'y a jamais de trop d'y participer, de rappeler, de sensibiliser, d'interpeller, parce qu'on nous demande quoi? On nous demande d'entretenir la planète entière, d'y contribuer, en préservant nos ressources naturelles. On est d'accord. Mais entre-temps, nous, on a besoin de développer une économie. J'ai l'impression que le Congo fait cavalier seul dans la recherche des financements. Alors que le bassin du Congo ne concerne pas seulement le Congo. Il y a la République centrafricaine, la RDC et le Gabon. À ces États, précisément. Alors pourquoi ne pas s'associer avant cette conférence pour bâtir des stratégies, mettre en place un dossier que ces pays pourraient défendre à cette conférence? Nous avons ce qu'on appelle, au sein de l'Union africaine, un groupe de négociateurs africains, auquel nous avons bien entendu apporté nos contributions en tant qu'État. Au niveau également de la Commission climat du bassin du Congo, nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Nous travaillons avec les 16 autres États, plus un, le Maroc, qui est partie prenante, pour avoir été à l'initiative de cette commission. Et donc aujourd'hui, le Congo, comme tous les pays, ont ce qu'on appelle une politique sectorielle des pays, que vous retrouvez dans ce qu'on appelle également les contributions nationales déterminées. Donc il y a 3 niveaux en fin de compte, pratiquement, sinon 4. Vous avez le groupe africain de négociateurs, vous avez le CAOSC, que j'ai rappelé tout à l'heure, vous avez la commission climat du bassin du Congo, dont nous avons la présidence qui est assurée par le président Sassou Nguesso, dont je suis la coordinatrice technique, et vous avez le sectoriel des États. Ce qui nous a permis justement de travailler avec les différents États. Nous avons sorti 24 projets et programmes pendant les assises Brazza Finance Climat ici. Tout ce qui tourne autour de l'économie bleue. Mais nous avons travaillé et nous avons retrouvé pratiquement les mêmes problématiques que nous partageons sur l'ensemble des pays africains. Mais sachez que nous ne faisons pas vraiment cavalier seul. Hein. Nous sommes dans toutes ces structures. Nous avons donc préparé ces documents avec la commission technique mise en place ici, qui suit pour l'État congolais toutes les participations et les avancées au niveau des différentes COP. Et donc, chacun, à un moment donné, quand nous y allons, il y a un engagement politique d'un chef d'État et un engagement technique de ses services techniques. Est-ce que les lignes peuvent bouger en ce qui concerne la Chine et les États-Unis dans leur engagement en faveur, justement, du climat au niveau mondial? Parce qu'on sait ce qui s'était passé à Paris. Au niveau des USA, vous avez déjà vu que la majorité des gouverneurs des États, pour certains, majoritairement, ont décidé de faire plus ou moins cavalier seul. Et par rapport à la décision qui a été prise par leur chef d'État de se retirer des accords de Paris. Et vous avez vu également, il n'y a pas un mois ou deux, dans les médias, j'ai suivi, le président Trump dire que quelque part, il commence à reconnaître qu'il peut avoir des problèmes climatiques aujourd'hui dus à la gestion de l'homme. Donc vous voyez que petit à petit, ça se resserre, l'étau se resserre. Vous nous avez vu nous-mêmes signer un engagement avec l'ambassadeur des États-Unis, aussi paradoxalement que cela soit, dans le cadre du climat, de l'environnement, parce qu'il y a les réalités de la gouvernance qui vous l'imposent.
Et indéfiniment, je pense que les États-Unis ne pourront pas, sur ces questions en tout cas climatiques, faire cavalier seul, surtout que la majorité des États commencent à rejoindre le groupe de Paris. En ce qui concerne la Chine, le dernier sommet qu'il y a eu en Chine, auquel a participé notre chef d'État, c'était au centre la question climatique, parmi les grands axes abordés, et plus précisément le développement durable. Et donc, vous voyez également que là, la Chine également a décidé d'avoir une politique environnementale beaucoup plus saine. Et donc, aujourd'hui, cela s'impose. Et lorsque l'on voit également que la couche d'ozone qu'on avait relevée il y a plusieurs années, qui se dégradait, qui est en train de se reconstruire aujourd'hui, cela conforte les scientifiques qui parlaient il y a plusieurs années déjà de l'impact de l'industrialisation non contrôlée de façon durable sur nos vies et sur la planète. Le Congo a une solide expérience en matière d'environnement et nous savons que récemment vous étiez en Indonésie justement pour un échange d'expérience avec ce pays en matière de tourbières. La question que je pose, Madame la Ministre, comment le Congo entend-il convaincre ou encore encourager le groupe de négociateurs africains à s'imprégner des outils comme le Fonds bleu ou encore la gestion durable des tourbières? L'Indonésie a connu une vague en 2015 d'incendies parce qu'il a pratiqué une agriculture pas adaptée dans la gestion dans ce qu'on appelle les écosystèmes fragiles des tourbières. L'Indonésie a connu donc cette vague de grands incendies également parce qu'ils ont pratiqué de la déforestation. Et au vu des dégâts, vu de l'ampleur des dégâts, le monde entier a été sensibilisé parce qu'au-delà du désastre écologique, il était question des vies humaines. Ils ont dépensé plus dans la santé humaine, à soigner les personnes qui ont été victimes des impacts des fumées comme on voit en Californie et autres, que de la gestion réellement durable de cet écosystème. L'Union européenne rappelle l'engagement aux pays développés, celui de proposer aux pays en développement des financements nouveaux et supplémentaires pour l'action climatique, en visant un objectif de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. Que pense le gouvernement congolais de cet engagement de l'Union européenne? N'oubliez pas que le Congo se bat énormément dans plusieurs initiatives. Nous étions dans le fonds forestier qui arrive à son terme et les États doivent se prononcer sur un renouvellement. Nous sommes également dans la dynamique du CAFI, cette structure qui inclut un certain nombre de pays européens, dont la Norvège qui est l'un des plus grands financiers en matière de changement climatique, de financement dans le cadre du climat. Et nous travaillons également de façon sectorielle avec l'Union européenne dans le cas des financements. Et nous venons même de créer la 6e aire protégée pour vous montrer que le Congo a vraiment tous les mécanismes mis en place pour préserver, conserver, atténuer. Et que maintenant, nous disons, d'accord, on a fait tout ça, mais maintenant il nous faut l'adaptation, il nous faut de l'argent. Donc nous sommes en train de monter toutes ces procédures, mais qui passent toujours par la finalisation et le chiffrage de tous ces projets-là. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à une prochaine occasion.